Hello, c'est Constance. Je vous délivre juste un petit message avant la diffusion de l'épisode Pas de panique, il arrive. Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes consommateur de podcasts. Alors je vous propose que juste avant certains de mes épisodes, je vous présente une recommandation d'écoute. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des podcasts d'Anne Fleur, et plus précisément de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité et qui lève le tabou sur la fertilité. Avouez qu'on est dans le thème. Anne Fleur, vous l'avez déjà entendu par ici. Si, rappelez-vous, dans l'épisode 14 de la saison 1, elle nous levait le voile sur l'accès à la PMA aux USA. J'adore son podcast parce qu'on y traite aussi bien de parcours que de techniques en détail. C'est hyper rassurant de savoir à quoi s'attendre quand on entre en PMA et surtout de se savoir tous sur un même pied d'égalité. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 9 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je vous délivre aujourd'hui la suite de l'aventure lactée de Pauline, Chloé et Esmé. Nous avons abordé dans cette partie de l'épisode l'allaitement, la lactation induite et la totale spontanéité de sa mise en place sans pression et surtout sans assistance médicamenteuse, l'autonomie qu'elles pratiquent encore extra-utéro. Elles construisent au quotidien leurs projets comme des plans de famille, leur cohésion et leur force. Leur réussite de cet allaitement induit spontané est admirable et enviable, et en cette période de fête, j'ai envie de vous souhaiter que vos envies les plus profondes ne subissent aucun frein et soient couronnées de succès. Je vous souhaite une bonne écoute. La semaine dernière, on s'était laissé sur votre réflexion concernant l'allaitement et l'allaitement induit que vous aviez mené. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit point sur le... Bonjour Esmé. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en fait quelle a été votre réflexion par rapport à l'allaitement et qu'est-ce qui vous a mené à réfléchir à l'allaitement induit ? Je saurais plus te dire comment moi je me suis dit que je voulais allaiter. Je crois que c'est une réflexion qui est venue petit à petit parce que j'étais pas du tout sur ce truc-là avant d'avoir des enfants. Et du coup, c'est devenu une évidence petit à petit au fur et à mesure de la grossesse, en ce qui me concerne. Et l'allaitement induit, et ben c'est pareil, je crois qu'on a des petits soucis de mémoire toutes les deux. C'était il y a pas si longtemps. Mais non. Mais j'en ai parlé à Pauline avant même de tomber enceinte d'Esmé, parce que je sais plus où j'avais lu ça, mais que c'était possible, notamment pour les couples de femmes. Et à ce moment-là, du coup, Pauline n'a pas été très réceptive à cette idée. Et finalement, les choses, elles se sont faites très spontanément et très naturellement une fois qu'Esmé est née. D'accord, ok. Oui, parce qu'avant sa naissance, on n'avait pas du tout acté le fait qu'on allait partir là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est assez fréquent que j'entends des histoires d'allaitement où finalement c'est la naissance qui est révélatrice de l'envie. Après, un peu avant la naissance, on avait acté le fait que Chloé avait le souhait d'allaiter et qu'on allait tout faire pour permettre ça. Mais moi, par contre, pas du tout. Enfin, c'est une chose à laquelle je pensais pas du tout. Et alors, ça a été quoi le déclic ? La semaine dernière, du coup, on avait évoqué le fait que Chloé avait un traitement et que du coup, ça avait joué et c'est ça qui avait été un petit peu le déclic ? Je prends un traitement tous les jours et du coup c'est un traitement le traitement que je prenais avant n'était pas compatible avec l'allaitement. Du coup j'ai fait en sorte d'en changer avant la naissance d'Esmé et c'est une des raisons qui faisait que Pauline était moins partante pour l'allaitement que moi parce que ça sous-entendait changer de traitement, s'habituer à un nouveau traitement, enfin potentiellement des complications pour mon état de santé, quoi. Oui, tout à fait, je comprends. Voilà, après je sais pas si chez toi ça a poussé la réflexion. Mais non, en fait, ce qui est étonnant, c'est que même ça, qui avait donc été l'occasion d'une discussion sur le sujet de l'allaitement induit, si jamais Chloé pouvait pas supporter mal le nouveau traitement et pouvait pas allaiter
et on avait discuté du fait que j'essaye. Même ça, c'était non, quoi. Ça n'avait pas suffi à me faire dire que on allait essayer. D'accord. Et alors, c'est quoi le révélateur? Alors, ça a été déjà la maternité où on est resté 10 jours parce que Esmé était hospitalisée en unité mère-enfant parce que c'était un petit poids. D'accord. Pauline a fait énormément de peau à peau avec elle pendant ces 10 jours. Elle passait ses journées à la maternité avec moi. Et on s'est rendu compte que, alors je sais pas si c'est que Pauline faisait une montée de lait. Ah, c'est marrant ça. Et ça a été la première étape, je pense, pour l'allaitement à lui. Donc finalement, Pauline, t'as fait une montée de lait sans rien anticiper, sans préparer ton corps, spontanément en fait. Oui, alors je sais pas si c'est vraiment une montée de lait, mais c'était au bout de quelques jours, je sais plus au bout de combien de jours, peut-être 4 ou 5. Je me souviens très bien du moment où j'ai enlevé Esmé de mon t-shirt, parce que je la mettais dans mon t-shirt pour faire du peau à peau. Je l'ai posée à côté de Chloé dans le lit de la maternité. Et quand je me suis relevée, j'ai vu que j'avais des taches de liquide au niveau des tétons. D'accord, oui, donc ça ressemblait à ça. Voilà, mais c'était pas douloureux, rien du tout. Donc je pense que ce qu'on raconte sur les montées de lait, au foie, ça a l'air quand même un peu... Je pense que c'est pas tout à fait la même puissance sur la maman portante et... Et puis même, moi, j'ai fait une montée de lait pas douloureuse du tout. Je m'en suis même pas rendu compte, donc... D'accord. Et là, du coup, je crois que j'ai regardé Chloé, j'ai dit « Regarde, Chloé, je crois qu'il se passe un truc. » Et je sais même plus ce que tu m'as dit. T'as dû dire « Ah ouais !» Ah, tu m'étonnes, ça doit être surprenant. Bah ouais, et puis du coup, on se dit que ça devait être ça, quoi. Et on n'a pas poussé plus loin les investigations. Et finalement, c'est 1 mois après, on est sorti de la maternité, Esmé était au sein, mais on avait les bouts de sein parce qu'à cause de son petit poids, elle n'est pas parvenue à prendre le sein directement. Et du coup, au bout d'1 mois, on avait toujours les bouts de sein que j'arrivais pas à enlever, et on s'est dit à ce moment-là qu'on allait prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation. Mais moi, j'allaitais pas. Enfin, cette perte de lait, entre guillemets, n'a pas été plus loin, en fait. Enfin, on a eu cet échange de regards en mode il se passe un truc. Et en fait, c'était tellement compliqué ce séjour à la maternité. Il y avait quand même beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Il y avait l'allaitement de Chloé qui était très compliqué à mettre en place. On avait beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. C'était un peu Oui, il fallait pas en rajouter, quoi. Je pense ça a tilté dans le cerveau et puis on l'a mis de côté, quoi, direct. Oui, en même temps, c'est vrai que sur les débuts particulièrement, si tu dois en plus te concentrer sur un deuxième allaitement quand le premier est compliqué... Ouais, franchement... Faut choisir ses combats. C'est ça. C'est ça. Et alors, au bout d'1 mois, vous voyez une conseillère en lactation et c'est elle qui vous amène à ce choix-là? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit? En fait, elle donne tout un tas de conseils. Ça dure 2 heures, bien 2 heures, une 2 heures, une consultation. Au début, donc on parle des bouts de sein, elle nous donne tout un tas de conseils, elle regarde la session d'Esmé, tout ça. Et puis je sais pas, peut-être au bout d'1 heure, 1 heure et quart, elle se tourne vers moi et elle me dit « Et vous, Pauline ?» Je dis « Quoi, moi ?» Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, elle me dit « Est-ce que vous avez pensé à allaiter ?» Et là, pareil, je pense qu'on s'est regardé, on a dit on en a parlé un peu, mais bon, voilà. Oui, vous n'étiez pas vierge de tout renseignement, en tout cas, vous saviez que ça existait. Oui, on savait que ça existait, ouais. Mais alors, on savait que ça existait sous une certaine forme, en fait. Depuis le début, on pensait que l'allaitement induit pouvait se mettre en place sur la base d'un protocole médical, d'une préparation quand même extrêmement engageante de la part de la personne qui souhaitait le mettre en place. Et là, ce que la conseillère en lactation m'a dit... on lui a raconté l'épisode de la maternité. Voilà, on lui a raconté l'épisode de la maternité. Oui. Et en fait, elle m'a dit mais vous savez, moi, je vous parle pas de médicaments, je vous parle de si vous avez envie d'avoir une tétée câlin de temps en temps avec Esmé, 1 fois par jour, 2 fois par jour, que ce soit pas, que vous ne souhaitez pas produire non plus de quoi la nourrir, mais d'être un petit complément à l'allaitement de Chloé et de partager ça avec Esmé. Et ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et je lui dis, ah bon, mais du coup, il faut faire quoi? Parce que moi, j'ai repris le travail. Enfin, c'est déjà un allaitement, c'est un peu chargé. Alors 2, je sais pas, on se sent pas forcément d'attaque. Et elle me dit, mais en fait, vous avez juste à la mettre au sein. Si vous avez envie, ce soir, vous rentrez à la maison, et vous la mettez au sein, vous voyez ce qui se passe. Et du coup, tu produis par défaut ou en fait, tu sers plus de tétine, si on peut dire, que de biberon? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai produit du lait parce que là, ça s'est arrêté il y a 1 mois, mon allaitement. Ouais, donc tu as vraiment produit du lait. J'ai produit du lait parce que en fait, je le voyais. Enfin, au début, moi aussi, j'avais les bouts de sein parce qu'on n'est pas sorti de la consultation en mode ça y est, on fait péter les bouts de sein. En fait, j'en ai racheté à ma taille du coup.
D'accord. Donc au début, j'avais les bouts de seins et on voyait bien, enfin très régulièrement, comme c'était un peu incroyable, vraiment au sens premier du terme, on regardait régulièrement dans les bouts de seins s'il y avait quelque chose et il y avait du lait. Et du coup, pas énormément, c'est sûr. Esme, elle Oui, déglutissait bien pas oui. comme quand elle buvait avec Chloé, mais il y avait du lait, quoi. Mmh. Et du coup, moi, le soir, je crois que c'est le soir, en fait, où on est rentré de la consultation, où j'ai dit à Chloé, je peux la mettre au sein. Ah ouais, là, c'est vrai, tu avais fait le switch, quoi, c'était parti. Complètement. Et du coup, je l'ai mise au sein le soir. Et j'ai eu hyper mal. Ça m'a fait des petites piqûres dans le sein, là, comme quand le lait il arrive et tout. J'avais jamais eu ça. En fait, j'ai une grande sœur qui a allaité ses 3 enfants et c'était exactement ce qu'elle me racontait. Pour la première fois, je comprenais ce qu'elle me racontait. Elle me disait, tu verras, il y a 10 000 piqûres qui arrivent dans ton téton. J'étais là, ah! Et en fait, C'est bon, je comprends maintenant. ouais, c'est ça. Et j'ai regardé Chloé à moitié contente, à moitié terrorisée, je pense, en mode j'ai mal au sein, ça marche. C'était fou, quoi. Ben ouais, mais tu m'étonnes, surtout sans préparation. En fait, c'est hyper encourageant pour tout le monde parce que je pense qu'effectivement, on pense allaitement induit avec préparation du corps dans le but et l'unique but de nourrir en totalité son enfant. Sauf que là, dans nos cas, clairement, ça peut être une tétée câlin ou même une tétée de complément, en fait, alternante de l'alimentation. Tout à fait. Et en fait, la conseillère en lactation nous a expliqué que c'était juste les hormones, en fait. Et qu'à la maternité, c'était ça. À force de faire du pot à pot, bah, ça a déclenché le truc, quoi. Oui, complètement. Et du coup, toi, Chloé, ça n'a pas affecté ta lactation? Non, moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, d'accord. Oui, mais parce qu'on a fait en sorte aussi que ça change rien. C'est-à-dire, comme moi, j'avais pas beaucoup de lait, si Esme, elle avait un besoin de succion, quand je voyais qu'elle déglutissait pas, mais qu'elle tétait sur moi longtemps, c'était aussi de la passer à Chloé pour pas qu'elle loupe une tétée. Oui, complètement, qu'elle se fatigue Voilà. sur cette tétée. Ouais. Après, il se trouve que Esme, c'est un bébé qui t'aide beaucoup. Donc bon, ça n'a jamais été un problème de la mettre au sein, quoi. Oui, complètement. Et alors, du coup, cet allaitement induit, vous l'avez mené jusque quand? Vous le menez toujours, peut-être? Non. Oui, pendant 3 mois, ouais. Et vous avez continué à vous faire accompagner par la conseillère pendant ces 3 mois? Pas du tout. D'accord. On a revu une conseillère, mais pour un autre sujet. Esme, elle se positionnait mal sur le sein, je pense. Et que oui, Chloé avait des crevasses. Mais non, on n'a pas réabordé ce sujet. En fait, moi, j'ai toujours considéré que ça roulait. Moi, j'étais bien avec ça. Chloé était bien avec ça. Esme avait l'air d'être bien aussi. Et que du coup, j'avais pas envie de plus, entre guillemets. Oui, complètement. C'était... Pendant 3 mois, après, ça a été le début de la fin, en fait, c'était son entrée à la crèche à Esme. Ah oui, d'accord. Ouais, déjà que c'est pas facile sur un allaitement classique. Et les pics de croissance. Ouais. C'était quand même très compliqué parce que au bout d'un moment, Esme, elle sait très bien ce qu'elle veut, donc elle sait très bien que moi j'ai moins de lait que maman Chloé, et que du coup, quand elle avait faim, elle refusait mes seins. Oui. Voilà. Et tu le vis comment, cet arrêt de l'allaitement aujourd'hui? Je suis un peu toujours partie du principe que c'était quand même un énorme bonus, en fait. Et que du coup, ça s'est arrêté comme c'est venu, à savoir de façon très simple et spontanée. Et en fait, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça avec Esme, d'avoir partagé ça avec Chloé, mais ça n'aurait pas pu être autrement pour nous, en fait. Je sais pas, c'était juste, c'était ce qu'il fallait, quoi. En tout cas, c'est quelque chose de très exceptionnel et franchement, je pense que vous avez effectivement eu beaucoup de chance de vivre ça sans avoir à vous préparer, sans avoir à réfléchir. Enfin voilà, ça a été tellement spontané que c'était fait pour vous. Mais moi, c'est ce dont j'avais envie, donc c'était parfait, quoi. Idéal. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux mamans qui souhaitent se lancer dans l'allaitement induit? Pot à pot quasiment à H24 pendant des jours. Ouais. Je pense que nous, effectivement, ça roulait à la mise en place. Ça a été peut-être plus délicate du côté spontané aussi. C'est que nous, on a peut-être été moins bien préparés que si on avait vraiment réfléchi à un projet de co-allaitement, tout ça. Et la façon dont c'est venu, c'est un peu débarqué en mode salut, je veux allaiter, quoi. Et ça a pu être aussi compliqué au début à gérer. Donc quand même, même si on en avait discuté avant, je pense que c'est quand même vraiment bien d'être d'accord sur ce qu'on veut, quoi, toutes les deux. Après, je pense que c'est aussi ce qui a simplifié les choses, c'est que vous n'avez pas eu à vous... Enfin, c'est arrivé, ça a fonctionné, vous ne vous êtes pas pris la tête, vous n'avez pas eu besoin... Parce que des fois, de trop réfléchir à un projet, ça bloque le truc. Et oui, mais c'est ce que je disais à Chloé depuis le début, de toute façon. Et au début, quand ça a été compliqué, parce que
Chloé n'a pas forcément compris tout de suite que, effectivement, j'ai switché du tout au tout dans ma tête en l'espace de 4 heures, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Et ça a pu être... Et ça a l'air d'être ton mode de fonctionnement aussi. ça a pu être un peu compliqué pour Chloé. Oui, mais en fait, si ça n'avait pas été spontané, je pense que ça n'aurait pas marché parce que c'était pas pour moi, c'était pas pour nous. Mais... Oui, tu tenais pas à tout prix. Non. Non, j'y tenais pas du tout. Au fur et à mesure, je tenais beaucoup plus à l'allaitement de Chloé qu'au mien. Donc, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur, que Chloé continue d'allaiter Esme et qu'elle grandisse bien. Et après, effectivement, j'ai savouré ces moments, je pense, beaucoup plus. Ouais, je pense que tu avais conscience du côté exceptionnel. Ouais. Oui, voilà, complètement. C'était du bonheur, quoi. Et Chloé, du coup, au niveau de la crèche, ton allaitement, ils le prennent bien en compte? Ils t'accompagnent dans cet allaitement? Globalement, oui. D'accord. Là, Esme, elle est toujours allaitée et ça roule. Ça a été un peu compliqué quand on a commencé la crèche parce qu'on voulait pas qu'elle prenne de biberon. On voulait qu'elle prenne des contenants alternatifs pour éviter tout risque de confusion, préférence synthétine, parce que Esme, elle a quand même eu des problèmes de succion au début, c'est pour ça qu'on était sur les bouts de sein, enfin ça n'a pas été une évidence tout de suite l'allaitement, quoi, pour se mettre en place. Et si au début la crèche nous a dit oui, il n'y a pas de souci sur les contenants alternatifs, en pratique ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Et donc finalement à la crèche elle est au biberon. D'accord. Parce qu'à un moment il a fallu qu'elle mange, il a fallu lâcher... et puis il a fallu que ça roule pour tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Et en termes de contenants alternatifs, tu parles du quoi, du DAL ou de... Alors le DAL, c'est ce qu'elle avait à la maternité. Enfin, c'était plus ou moins un DAL fabriqué, quoi. Ouais. Ça, elle en a plus voulu après qu'elle soit passée au sein tout seul. D'accord. Et donc du coup à la crèche, on a essayé la Soft Cup. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et on a essayé le gobelet. Ni l'un ni l'autre n'a fonctionné. Enfin, si, ça marchait à la maison, en fait, quand c'est Pauline qui s'en occupait. Oui, voilà, oui. Mais à la crèche, il aurait pas le temps. Ouais, elles n'ont pas le temps de faire ça, quoi. Et pourtant, on est dans une petite structure, dans une crèche parentale. Oui, c'est vrai, j'ai vu que vous étiez dans une crèche parentale. Ça correspond à quoi, une crèche parentale, en fait? C'est une association qui gère la crèche et du coup, tu as une partie, tu as des parents les parents s'impliquent dans la crèche. Avec les professionnels. Donc, tu as une équipe de professionnels qui est là tout le temps. Et en plus, tous les jours, à toutes les heures de la journée, par alternance, tu as un parent. D'accord, donc vous êtes partie intégrante en fait de la garde des enfants. Voilà. En gros, quand ton enfant il est gardé 5 jours par semaine, tu dois faire une permanence de 4 heures par semaine. Et en plus de ça, tu as une implication dans la gestion, l'organisation de la crèche par le biais de commissions. D'accord, ok. C'est super sympa comme mode de garde. Bah écoute, nous, ça nous convient très bien. On est très contente. Ça se passe bien. Esme est hyper bien à la crèche, même si par rapport à l'alimentation, ça a été un peu compliqué au début. Maintenant, ça roule hyper bien. Et c'est très agréable de la voir évoluer dans un autre milieu. Oui, c'est sûr. Voilà, et puis de passer du temps avec d'autres enfants, d'autres parents. Enfin, c'est un peu notre lien social là en temps de confinement et tu vois, aller à la crèche, c'est un peu. Déjà. Voilà. C'est ça. C'est chouette, on sort. Mais d'ailleurs, quand c'était compliqué au début à la crèche avec l'alimentation, c'était vraiment les premiers jours d'Esme. Donc déjà, pour s'intégrer, c'est un peu, on avait l'impression d'être les mères reloues, quoi, qui voulaient pas que leur enfant mange correctement parce qu'on voulait pas de biberon. Et en fait, au bout d'un moment, on a demandé un rendez-vous, puis on leur a expliqué qu'en fait, oui, c'était l'allaitement d'Esme, c'était l'allaitement de Chloé, et puis c'était le mien, que c'était une vraie affaire de famille et que c'était un truc auquel on tenait énormément, en fait. Ah ouais, complètement. Et du coup, elles savaient pas que c'était possible. Donc, on a échangé autour. Elles ont dit, oui, on comprend que ce soit important pour vous, quoi. Donc, ça a permis aussi de mettre les choses à plat. Et puis, c'est clair que vous avez dû éduquer aussi de votre côté. Déjà, les professionnels sont pas forcément habitués à avoir des familles avec 2 mamans, mais en plus, 2 mamans allaitantes, c'est pas forcément... c'est encore, je pense que voilà, vous êtes une frange de la population très mince. Ouais, on est le quota diversité lesbienne. C'est en rigolant, mais... D'accord.
Et alors, en plus de l'allaitement induit, donc vous aviez quand même bien ficelé enfin, à mon sens, hein, vous avez bien ficelé ce que vous souhaitiez, même si vous avez l'air de faire les choses de façon très spontanée. Vous aviez quand même, on l'a vu la semaine dernière, mis en place de l'aptonomie pour que toi, Pauline, tu puisses avoir un lien dès la grossesse avec Esmé. De ce que j'ai compris la semaine dernière, vous continuez les séances d'aptonomie, donc extra-utéro. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est l'aptonomie extra-utéro? Qu'est-ce que ça amène? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'aptonomie? Parce que je suis pas sûre qu'on ait déjà développé le sujet sur le podcast, et d'une. Et de deux, qu'est-ce que c'est que l'aptonomie extra-utéro? L'aptonomie, c'est une préparation à la naissance qui se fait en couple. Mmh. Et dont le but est de créer un lien, de communiquer avec le bébé in utero pour les deux parents et notamment le parent qui ne porte pas. D'accord. En pratique, c'est des massages, c'est des positions, enfin c'est des façons de placer les mains sur le ventre, des bercements pour rentrer en contact avec le bébé. Et tu te rends compte très vite, enfin à la première séance, on a senti Esmé, je crois. Et donc le bébé réagit et répond et vient se coller contre les mains, contre le ventre, des parents. Et du coup, on a commencé l'aptonomie, j'étais avec 4 mois de grossesse, Voilà. donc toi, C'est hyper tôt. C'est hyper tôt, quoi, et on l'a senti dès la première séance. Ah, c'est génial, surtout pour le deuxième parent. Enfin, en général, c'est compliqué de sentir à 4 mois, c'est hyper tôt pour sentir le bébé. Hein. Déjà c'est tôt pour la maman portante. Ouais. Et du coup, ça permet vraiment de créer un lien, un truc de famille vraiment qui est hyper chouette. Complètement. Et du coup, si tu veux, toute l'idée de l'aptonomie, c'est ce lien entre le bébé et ses parents, et c'est d'accompagner l'enfant tout au long du processus jusqu'à sa naissance et également après. D'accord. Et donc l'aptonomie après la naissance, c'est vraiment c'est la même idée en fait, c'est que on a entouré un enfant alors qu'il était in utero, et donc du coup c'est de vouloir continuer ce lien et cet accompagnement pour qu'ils se sentent toujours autant en sécurité et toujours autant accompagnés. D'accord. Et ça se continue jusqu'à quel âge du coup? Et ben alors là, on est à la séance de ces 6 mois et je crois qu'il y en a une autre à 8 mois. Je crois que c'est vers 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord. Pour vous, ça a changé quelque chose réellement dans votre accompagnement, dans votre accueil d'Esmé et dans le lien qu'elle a avec vous aujourd'hui? Ouais, parce que moi, je suis pas sûre que c'est changé quelque chose. Après, c'était très chouette et au-delà de l'aptonomie, on a découvert une sage-femme absolument géniale. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est très bien passé. C'est que pour moi, elle a été un vrai soutien, notamment après la naissance d'Esmé. Quand ça a été compliqué à la maternité et quand les débuts n'ont pas été hyper évidents. Et du coup, voilà, donc il y a cette rencontre qui, pour moi, a été importante. Après, sur le côté plus aptonomie, je pense qu'effectivement, Pauline pourra plus répondre. À toi, Pauline. Est-ce que ça a changé quelque chose? Peut-être que ça m'a permis d'exprimer mon amour pour Esmé de façon plus concrète. D'accord. En fait, et d'établir la communication avec elle. Parce que j'étais déjà une maman gaga, je pense, au 15e jour de grossesse. Et du coup, comprends tellement. Du coup, c'était bien aussi de pouvoir mettre en pratique certaines techniques pour apaiser et Chloé et Esmé, et montrer à Esmé que on était 3 et que j'étais là et que je pouvais aussi... Enfin, que oui, c'est Chloé qui l'avait dans son ventre, mais que moi j'étais là aussi pour elle et pour la protéger. D'ailleurs, tu me réponds, mon chat? Elle confirme. Oui, je sais pas si... après, on a que Esmé comme enfant et on n'a pas d'autres expériences. Donc, mais en tout cas, étant donné que la grossesse de Chloé et son accouchement et le séjour à la maternité ont été hyper médicalisés, c'est une bouffée d'air en fait, l'aptonomie. Tu avais l'impression de contrecarrer tout ce côté médical. C'est ça, et puis d'être plus dans les émotions et de se poser un petit peu, quoi, d'arrêter de regarder les constantes, les indicateurs et machin, et puis... Et voilà, d'être... Mais après, effectivement, en plus, je pense que cette sage-femme, c'est la seule personne dans notre parcours qui a partagé notre vision de la naissance, de la parentalité, et c'est aussi ça qui a été hyper important. Oui, complètement. Moi, j'étais plus partie sur une grossesse naturelle, une naissance naturelle, enfin... on était plus sur la de naissance nature que la césarienne d'urgence, quoi, à la base. Oui.
Parce que rappelle-moi, je sais plus si on avait évoqué la semaine dernière, mais rappelle-moi, vous avez... Comment ça se fait que vous êtes arrivée à une césarienne d'urgence? Parce que j'ai été déclenchée parce que Esmé était petite et que il y avait plus de liquide, sauf que le déclenchement n'a pas fonctionné et elle supportait plus les contractions en fait. Du coup, ses D'accord, ok. battements cardiaques commençaient à être plus très Ouais. bons et donc c'est pour ça qu'on est parti en césarienne. Et t'étais à quel terme? J'étais à terme, j'étais à 41 jours. Ah oui, d'accord, Oui, ok. oui, donc Oui, complètement, j'étais à terme. complètement à terme. Et elle pesait combien la naissance? Puisqu'a priori, ça a impacté sur votre séjour à la Ouais, maternité. elle pesait 2,350 kg. Waouh, c'est tout petit poids, Ouais, ouais. elle faisait 44 cm. Ouh, dis donc, t'avais eu des problèmes pendant la grossesse de croissance? Aucun. Il y a juste D'accord. pour la troisième écho. À la troisième écho, elle était pile poil dans la fourchette basse, mais dans la norme, quoi, dans la moyenne. Dans la norme. Donc il l'avait pas estimé à ce poids-là en fait. Non, mais il m'avait dit on fait quand même une quatrième écho pour s'assurer que c'est ok. Et à la quatrième écho, on nous dit il y a pas de souci, c'est pareil, c'est un petit bébé, mais elle est dans la moyenne. Elle était estimée à 3 kilos à la naissance. Donc, tu Ouais, vois, en d'accord. soi, Ils sont bien plantés quand même. ouais. Et en fait, j'ai fait une écho, j'ai été monitorée toutes les semaines à la fin de la grossesse. Et puis, à un de ces monitorings, ils m'ont dit on va faire une écho pour vérifier. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, elle avait pas grandi entre la quatrième écho et pendant un mois, en fait, elle avait quasiment pas pris de poids. Ouais, donc il n'y a plus trop d'échanges en fait entre toi et... Ouais, c'est ça. Et ça, sans qu'on sache pourquoi. D'accord. Mais du coup, oui, c'était une grossesse très médicalisée. Et l'autonomie, ça permet d'oublier un peu ça, d'être dans quelque chose de plus humain, de plus affectif. Oui, c'est ça, ça vous permet d'avoir votre bulle en fait. C'est ça, et je pense que l'autonomie, mais de toute façon, c'est une pratique qui est conseillée pour les grossesses compliquées, médicalisées, les grossesses à risque d'une façon générale. Donc nous, on était complètement là-dedans, quoi. Ouais, ça vous permet aussi de faire le lien avec le bébé parce que c'est vrai que sur des grossesses compliquées, souvent on a tendance à se couper du bébé parce qu'on est concentré sur autre chose en fait. Ouais, oui, et puis, oui, effectivement, moi, il y a eu de ça au début où c'était compliqué de croire en cette grossesse parce qu'il y a un aspect médical qui rentre vachement en ligne de compte, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on est focalisé sur les machines aussi, sur toutes les constantes plus que sur la relation avec le bébé. C'est ça. Donc du coup, l'autonomie, tout ça, c'était vraiment bien. Et puis pour tout le côté, c'est agréable aussi de parler avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en allaitement et qui trouve ça normal, ce qui n'est pas tout à fait le cas à la maternité, ou être dans une parentalité plus bienveillante, quoi. Ouais, complètement. C'est une belle histoire que vous m'avez racontée là, clairement. J'ai vraiment accroché sur les photos que j'ai vues passer sur le compte de Tagine Banane parce que vous êtes, vous êtes rayonnante sur ces photos et puis on voit la tendresse qui passe. Enfin, c'est magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du bonheur encore. Que tout continue Beaucoup de bonheur. à être comme ça. Et puis 14 autres enfants. 14, je ne sais pas, du coup. D'accord, mais moi je veux bien vous les souhaiter, il n'y a aucun problème. Pas en même temps, juste. Je comprends. Oui, tu es bien placée. Je conçois. D'accord. Non, vous souhaitez avoir une famille nombreuse du coup? On aimerait bien avoir d'autres enfants, ouais. Après, une famille nombreuse, je pense que c'est... Mais nombreuse, c'est après 2, non? Je sais pas, après, il faut définir nombreuse, quoi. Voilà, famille nombreuse, c'est après le nombre qui te paraît le mieux. Ouais, c'est tellement chouette. Esme est tellement chouette et ça se passe si bien. Après, oui, ça fait que si. Même si elle a fatigue et tout, quand même. Moi, en tout cas, je suis sur un petit nuage, donc j'ai envie d'en avoir plein, quoi. Non, mais ça se passe très bien. Et dans ce cas-là, si vous repartez sur 1, 2 ou 14 grossesses, enfin 13 du coup, vous pensez remettre en place l'allaitement induit, remettre en place l'autonomie, remettre en place un projet de naissance physio? En question sans réponse, hein, je crois, pour le moment. On n'y a pas réfléchi Là, c'est du tout. spontanéité. Oui, et puis je pense que en vrai, je pense que chaque grossesse va être différente et que le contexte sera pas le même. Je pense qu'on se reposera toutes ces questions en fait à chaque fois, si jamais il y a d'autres fois. Oui. Parce que voilà, c'était. Je sais pas quel concours de circonstances nous a amené à vivre tout ça, mais c'était quand même assez fou.
Alors ça se trouve, il y aura un autre fou concours de circonstances, mais peut-être. Peut-être. En tout cas, je vous souhaite vraiment de construire la famille que vous souhaitez. Je vous souhaite de pouvoir remettre en place l'ensemble de vos volontés, en fait. Après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Et chaque grossesse et chaque enfant est différent. Donc, mais je vous le souhaite de tout cœur. Vous êtes une très belle famille et je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions parce que je sais qu'elles peuvent paraître intrusives et que c'est absolument pas le but, mais je pense que vous ouvrez des possibilités qui sont énormes pour nos familles. Et j'avoue que j'ai pas moi-même allaité. Maintenant, je le regrette. J'aurais aimé le faire, je pense. Et honnêtement, je pense que si je n'avais pas porté, ça aurait été pour moi un moyen aussi de créer des liens avec mon enfant. Oui, je pense que c'était effectivement une façon de plus de me conforter dans mon rôle de mère. Même si c'était pas essentiel, on est d'accord, mais c'était un truc en plus. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi pour ton écoute et ta bienveillance. C'était très agréable d'échanger avec toi. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez maintenant, si vous me suivez sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontsbien-podcast, pourquoi et comment me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas aussi à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Chloé et Pauline. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin d'année et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.